Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet particulièrement lourd mais essentiel, le système mis en place par Boko Haram pour recruter des milliers d'enfants et comment leur innocence est devenue une arme de guerre. Pour bien prendre la mesure du drame, commençons par un chiffre. Un seul chiffre qui donne le vertige. Plus de 8000. C'est le nombre estimé d'enfants enrôlés par Boko Haram rien qu'entre 2009 et 2016. Et encore, comme le disent les Nations Unies, c'est sans doute une estimation basse. On parle vraiment d'une crise générationnelle. Cette phrase d'Amnesty International, elle dit tout. Une agression contre les enfants. On n'est pas dans les statistiques là. On est dans un traumatisme de masse qui vise volontairement les plus faibles, les plus vulnérables. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, on va explorer ce phénomène en 5 temps. D'abord, le recrutement par la force brute. Ensuite, on verra comment la propagande, elle, peut séduire. Après ça, on va aborder un sujet très dérangeant, le paradoxe du plaisir et de l'appartenance au sein du groupe. Et pour finir, on verra le défi immense que représente le retour à une vie normale. Allez, on commence par le plus direct, le plus brutal, les méthodes de recrutement où les enfants n'ont absolument aucun choix. Une des tactiques les plus perverses, c'est ce qu'on appelle l'allocation piégée. Imaginez la scène. Des combattants arrivent et proposent un prêt à un père de famille en difficulté. Une aide qui semble providentielle. Mais bien sûr, quand ils reviennent réclamer le remboursement, le père ne peut pas payer. Et là, le piège se referme. La dette se paie en vie humaine. Il doit livrer ses propres enfants. Et parfois, il n'y a même pas de piège financier. Juste un ultimatum, cru et direct. Écoutez ce témoignage de Jamil, un ancien enfant soldat. Boko Haram m'a forcé à choisir. Soit je les rejoignais, soit ils tuaient mes parents. Quel genre de choix est-ce que c'est ça ? C'est la coercition dans ce qu'elle a de plus horrible. Et cette contrainte, elle prend toutes les formes possibles. On a tous en tête les enlèvements de masse, comme celui des lycéennes de Chibok qui a ému le monde entier, mais il y a aussi les raids nocturnes, maison par maison, et même la ruse, quand les recruteurs se font passer pour des directeurs d'école coranique pour mieux kidnapper les élèves. Mais attention, tout ne repose pas sur la force. Et c'est là que ça devient encore plus complexe. Il y a aussi le pouvoir d'attraction, plus insidieux, de la propagande. Cette citation, elle est vraiment éclairante. Elle nous dit que ces enfants sont complètement coincés et que, aussi fou que ça puisse paraître, pour certains, rejoindre Boko Haram est une tentative désespérée de se mettre en sécurité. Quand l'État est incapable de vous protéger, un groupe armé peut sembler être la seule option. En fait, Boko Haram prospère sur les ruines d'un État défaillant. La pauvreté, l'absence totale de perspective. Quand on vous dit que plus de 5000 salles de classe ont été détruites, qu'est-ce qui reste ? Rien. Alors quand le groupe arrive et promet un repas chaud, un peu d'argent et un semblant de protection, pour un jeune qui n'a rien, cette promesse peut devenir très persuasive. Et là, on touche du doigt le mensonge. D'un côté, on a l'image de la propagande, des enfants souriants, bien nourris, qui s'entraînent pour une cause noble. Et de l'autre, la réalité des camps, racontée par les survivants, la faim, les coups, l'épuisement, le manque de sommeil. Les enfants un peu plus lents, ils deviennent des esclaves, tout simplement. On arrive maintenant à la partie la plus déconcertante, la plus difficile à entendre peut-être, le rôle que peuvent jouer les émotions positives au sein même du groupe terroriste. La question peut paraître choquante, c'est vrai, mais elle est absolument nécessaire pour comprendre la psychologie de l'embrigadement. Comment est-ce qu'un enfant peut en arriver à se sentir bien dans un tel environnement ? Le premier élément de réponse, c'est ce paradoxe de la sécurité. Pour un enfant qui a grandi dans le chaos et la violence, la structure d'un camp, même brutal, peut offrir un cadre, un toit, de la nourriture et une protection contre un monde extérieur encore plus effrayant. Et puis il y a la fraternité. Ce témoignage d'Abdou est incroyablement puissant. Il parle de ces moments où, blottis les uns contre les autres, ils trouvaient une sorte de joie. La souffrance partagée, l'entraide, ça crée des liens d'une force inouïe. C'est une nouvelle famille, une famille de frères d'armes. Et pour de jeunes garçons, il y a aussi la promesse d'un statut social. Rejoindre le groupe, c'est un accélérateur. D'un coup, on vous donne une arme, une épouse, de l'argent, une forme de respect, des choses totalement inatteignables pour eux dans la société normale avant de nombreuses années. Alors, comment la violence elle-même peut-elle devenir un ciment pour le groupe ? La clé, c'est un processus psychologique bien connu, la déshumanisation. On apprend aux enfants que leurs ennemis ne sont pas des humains, mais des monstres. Et tuer un monstre, ce n'est pas un crime. Ça peut même devenir une activité de groupe qui renforce la cohésion. Maintenant, que se passe-t-il pour ceux qui arrivent à s'échapper ou qui sont libérés ? Un autre combat commence, celui du retour à la vie. Un parcours semé d'embûches. Ce tableau résume bien les rôles que ces enfants ont dû jouer. Et on voit bien que c'est très genré. Les garçons sont en première ligne, combattants, espions,
Les filles, elles, sont utilisées comme bombes humaines, mais aussi et surtout, elles subissent l'esclavage sexuel et domestique. Elles sont à la fois des armes et des victimes. Et même une fois sorties de là, la guerre ne s'arrête pas. Elle continue dans leur tête. Ce témoignage est glaçant. Chaque fois que les enfants dorment, nous rêvons. Le traumatisme est là, chaque nuit. Les cauchemars, le stress post-traumatique, c'est un fardeau qu'ils portent en permanence. Parce que le retour à la vie normale est un mur d'obstacles. Il y a le trauma psychologique, bien sûr, mais aussi le rejet de leur propre communauté. On les regarde avec méfiance. Les filles sont stigmatisées, appelées les épouses de Boko Haram. Et les enfants nés de ces viols, on craint qu'ils aient le mauvais sang. C'est une double peine absolument terrible. Et on pourrait croire que les programmes officiels de réintégration sont la solution, mais c'est souvent pire. Des programmes comme Opération Safe Corridor sont très critiqués. En pratique, ils ressemblent plus à des centres de détention qu'à des centres d'aide, avec peu de soins et des soupçons de travail forcé. Loin d'aider, ils peuvent briser encore plus ces enfants. On termine donc avec cette question qui est immense. Comment briser ce cycle infernal ? Comment une société peut-elle soigner les plaies d'une génération entière qui a été sacrifiée ? Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. Vaincre un groupe terroriste sur le plan militaire est une chose, réparer le tissu social en est une autre, bien plus longue et complexe.